Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est l'un des grands ministres du roi Louis XV que Franck Ferrand nous propose de redécouvrir cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. On doit même pouvoir parler du plus grand ministre de Louis XV, le duc de Choiseul, un esprit fertile, fin politique, néanmoins victime d'une cabale qui va le faire chuter, à moins qu'il n'ait été victime de ses propres excès, comme nous allons le voir dans un instant. Et la récente biographe de Choiseul, Monique Cotteret, est votre invitée cet après-midi. Oui, la plus récente de tous. Son Choiseul ou l'obsession du pouvoir vient de paraître chez Talandier. Et à la fin de l'émission, nous suivrons Lorena Martin à Chanteloup, lieu de l'exil de Choiseul. Autrement dit, on ira voir la pagode. Et puis nous reviendrons sur la devise qui s'y frotte s'y pique, occasion de dire un mot du bon roi Louis XII. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Il se réveille le 24 décembre 1770. Étienne François de Choiseul est en apparence l'homme le plus puissant de France, après Louis XV évidemment. Ça fait 12 ans que ce ministre brillant, cynique, faussement désinvolte, officie au sommet de l'État. Imaginez un homme au visage rond, il a un peu le nez en trompette, le regard assez envoûtant, insinuant. Il doit sa carrière à la protection de la marquise de Pompadour, qui est disparue 6 ans plus tôt. Mais c'est son talent hors norme, disons-le, qui l'a maintenu si haut au sommet de l'État. C'est un homme de pouvoir à tous les sens du terme. Son œuvre est considérable. Il a multiplié les réformes, repris l'armée en main, de quoi permettre à la France d'espérer venger un jour l'humiliation que lui a infligée l'Angleterre lors de la récente guerre de 7 ans. Sur le plan diplomatique, Choiseul a œuvré au pacte de famille avec les Bourbons d'Espagne. Il a affermi le renversement d'alliance. Vous savez, ce renversement qui fait que de l'alliance prussienne, on était passé à l'alliance autrichienne, ce qui avait valu au petit-fils de Louis XV d'épouser l'archiduchesse Marie-Antoinette, bien sûr. La puissance du ministre attire auprès de lui beaucoup de flatteurs, il a beaucoup d'amis bien intentionnés, des solliciteurs. Il faut vous dire qu'il a aussi un tempérament tellement accueillant, tellement aimable et agréable qu'évidemment, ça facilite les relations. En cette veille de Noël 1770, on peut dire que tout le monde est encore là à se presser chez lui. Ce que ses courtisans ne savent pas, c'est qu'un événement historique est sur le point d'advenir. Car au milieu de la matinée, le duc de Lavrillère, qui est l'imposant secrétaire d'État à la Maison du Roi, un peu l'équivalent de notre ministre de l'Intérieur, avec beaucoup de différences quand même, Lavrillère fait donc son entrée chez le ministre. Il avance de son pas lourd. Il est porteur d'un message. Un message du roi. Choiseul a déjà compris, mais il ouvre quand même et il lit. J'ordonne à mon cousin le duc de Choiseul de remettre la démission de sa charge de secrétaire d'État et de surintendant des postes entre les mains du duc de Lavrillère et de se retirer à Chanteloup jusqu'à nouvel ordre. Bon. Le cœur du ministre se serre, le message très sec n'est pas de ceux qu'on discute. Louis XV a souvent renvoyé des ministres dans le cours de son règne, mais généralement il met davantage de forme. Il est environ 10 heures. On peut dire qu'à ce moment-là, Choiseul n'est déjà plus grand-chose. En parallèle, son cousin, le duc de Choiseul-Praslin, qui lui aussi est ministre, va recevoir un message du même acabit et lui aussi va devoir partir pour l'exil. Alors, pourquoi cette disgrâce si subite? Que s'est-il passé? Il semble que plusieurs causes se soient conjuguées dans les mois qui ont précédé. La politique de Choiseul, certes, est audacieuse, vigoureuse, moderne. On peut dire que depuis longtemps, cette politique a été critiquée. Elle est considérée comme coûteuse, alors que les finances royales vont au plus mal. Elle a aussi été mal reçue par les milieux dévots, car Choiseul apparaît comme l'homme de l'expulsion des jésuites. Il passe aussi pour l'ami des parlementaires, si turbulent face au pouvoir loyal, presque un esprit philosophique, avec quand même quelques bémols. Autre point de vulnérabilité, l'association du nom de Choiseul au renversement des alliances. Une stratégie qui, disons-le, a été marquée par le plus cinglant échec. Rappelez-vous, le traité de Paris en 1763. À la cour, tout un parti, dominé notamment par les dévots, vrais ou faux, s'est formé contre Choiseul, et notamment un trio
formé par le ministre Maupoux, l'abbé Terrail et le duc d'Aiguillon. Ils ont su se rapprocher du cœur du pouvoir, mais aussi ils ont su mettre dans leur cercle la maîtresse, la nouvelle maîtresse du roi, Madame du Barry. Choiseul, lui, a eu le tort de s'opposer violemment à la du Barry et de ne pas cacher son hostilité. Dernière difficulté pour le ministre, et ça ce n'est pas la moindre, avec le temps, sa personnalité irrite chaque jour davantage le roi. Louis XV est un homme vieillissant, très las, rongé par toutes sortes de culpabilités par rapport à son comportement, etc. Il est mal avec la religion. Et Choiseul lui apparaît chaque jour comme trop léger, jouisseur, avec en plus cette supériorité tellement insolente, suffisante, quasi irrespectueuse, qui le rend difficile à supporter pour le roi. Et finalement, un événement diplomatique va fournir le prétexte de la chute du puissant ministre. En 1770, la tension entre l'Angleterre et l'Espagne, alliée de la France, est très forte. Les Britanniques ont osé poser le pied dans les Malouines, ces îles espagnoles de l'Atlantique Sud. Et dans ce contexte, Choiseul aurait eu, semble-t-il, une stratégie un peu trop risquée. Alors que Louis XV lui avait dit d'agir en faveur de la paix, le ministre a poursuivi ses démarches pour se tenir prêt à un conflit aux côtés de l'Espagne. Ça, c'était en quelque sorte la goutte qui fait déborder le vase, que voulez-vous. Ses ennemis étaient là, qui veillaient. Madame du Barry, très bien informée, intervient pour que le double jeu de Choiseul soit révélé au roi. Cette fois, c'en est trop, et la disgrâce intervient cette veille de Noël 1770. Alors, dès qu'il reçoit le message du roi, Choiseul doit prendre des dispositions. Il n'a pas le temps de se lamenter. Louis XV a exigé qu'il parte dès le lendemain, jour de Noël, vous imaginez, pour son domaine de Chanteloup en Touraine. Le duc ramasse ses papiers, raconte Jacques Levron, fait savoir par un huissier qu'il ne donnera pas d'audience et part pour Paris où se trouve sa femme. « Mon bon ami, lui dit simplement la duchesse de Choiseul en se mettant à table, vous avez bien l'air d'un homme exilé, mais asseyez-vous, notre dîner n'en sera pas moins bon. » Bien entendu, la nouvelle de ce séisme politique se répand à travers la France, bientôt à travers l'Europe. Pendant 24 heures, nous dit toujours Levron, sans crainte de fronder le roi, ou trop heureux de le fronder, les partisans de Choiseul se pressent pour venir le saluer, au point que la rue où est situé son hôtel est toute obstruée de carrosses. On vend son portrait dans les rues. Quand il part pour Chanteloup, on l'acclame. Cet aristocrate égoïste et dédaigneux symbolise aux yeux du peuple la résistance à la monarchie, l'opposition au pouvoir royal. C'est vous dire entre parenthèses si le discrédit dont souffre Louis XV est à l'époque important. Alors, ce triomphe va l'aider, il voudrait avoir l'air détaché, seulement le cœur n'y est pas. À l'étranger aussi, sa chute est commentée, l'impératrice Marie-Thérèse écrit à sa fille, donc à Marie-Antoinette, et c'est Monique Cotteret qui la cite, « J'avoue, j'en suis bien affecté. N'oubliez jamais que votre établissement était l'ouvrage des Choiseul, qu'ainsi vous n'oubliez jamais de leur devoir de la reconnaissance. » Conseil de l'impératrice à l'archiduchesse qui est devenue dauphine de France quand même. Tout ça porte peut-être des promesses pour un futur retour. Après tout, être disgracié, c'est aussi prendre ses distances avec un roi impopulaire et tout de même âgé. En 70, Louis XV a déjà 60 ans. En attendant une éventuelle revanche, il va falloir supporter que ses ennemis politiques soient au pouvoir et surtout, il va falloir en passer par l'exil. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de Choiseul, le grand ministre de Louis XV. Nous venons de revivre l'un des grands événements du XVIIIe siècle, la chute du ministre Choiseul en 1770. Alors je dois dire que je suis quand même assez surprise par ce que vous venez de nous raconter et surtout par la brutalité de sa disgrâce, sans même une vraie explication. Au final, est-ce que Louis XV avait l'habitude de fonctionner comme ça ? Oui, demander au Maurepas, demander à tous ceux qu'il a liquidés, si je puis dire, jusqu'ici, aux Argenson. C'est un homme qui agit dans la dissimulation, un peu comme le faisait son arrière-grand-père Louis XIV, mais avec peut-être encore plus de froideur et de rudesse. Ce qui est arrivé à Choiseul est arrivé à beaucoup de monde en fait. Ça avait commencé dès le début du règne avec le départ du prince de Condé, vous savez qu'on appelait Monsieur le Duc à la cour. En fait, cette façon de faire, on pourrait
pourrait presque dire, marque un progrès pour ce qui est de Choiseul. Je cite Monique Cotteret, les relations entre les rois et les ministres s'étaient plutôt normalisées dans l'évolution de la monarchie absolue. Sous Louis XIII, Concini est assassiné. Sous Louis XIV, Fouquet est enfermé à vie. L'utilisation de la lettre de cachet et de l'exil s'avère malgré tout un moindre mal. Oui. C'est vrai que ces ministres sont renvoyés brutalement, mais ils sont renvoyés dans des châteaux très confortables. Ouais, bon. c'est vrai. Reste que pour Choiseul, il va falloir supporter cette humiliation, ce sentiment d'injustice, d'être du jour au lendemain envoyé de tout ce qui peut exilé, éloigné de tout ce qui peut compter. Dites-vous encore une fois que c'est un homme de pouvoir et d'influence. Être loin de la cour et perdre d'un seul coup toutes ses charges, vous imaginez la violence quand même. Son épouse Louise Honorine, sa jeune épouse, est affligée pour son mari bien sûr, mais au fond elle n'est pas vraiment mécontente. On l'a senti d'ailleurs dans la façon dont elle réagissait. Alors, elle va pouvoir, se dit-elle, profiter enfin de la tranquillité, d'une intimité loin de cette espèce de panier de crabes qu'est Versailles. Il faut ajouter que le lieu de l'exil, Chanteloup, est particulièrement agréable. Je cite Françoise Escoffier-Robida, située à 1 lieue d'Amboise, cette immense demeure était flanquée aux extrémités de 2 pavillons réunis au principal corps de bâtiment par une colonnade de marbre, meublée avec le plus grand luxe et l'art le plus exquis. Tout dénotait d'un sens inné, du goût le plus raffiné, depuis le choix du velours d'Utrecht des banquettes et des chaises de l'antichambre jusqu'à la suite de tapisseries représentant l'histoire de Don Quichotte, tout un symbole, en passant par les rideaux d'indienne bleus et rouges de la salle à manger et les canalettos, les ticiens, les bouchers qui ornaient les murs. Pour ce qui est de la vie tranquille et éloignée du monde, Louise Honorine va en vérité déchanter, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que dès le début de l'exil, un certain nombre des membres de la famille rejoignent Choiseul, parmi eux la duchesse de Gramont, l'envahissante sœur du duc, avec qui Louise Honorine a quand même un peu de mal. Pour les amis de Choiseul, la venue à Chanteloup est un peu plus compliquée. Il faut en principe solliciter une autorisation du roi. Quand certains le lui demandent, Louis XV répond « Je ne permets ni ne défends ». On a envie de dire Et donc à chacun de prendre ses risques, qu'est-ce que vous voulez. Alors au fil des mois, on va quand même voir pas mal d'éminents personnages assumer d'être vus à Chanteloup, des conseillers d'État, toutes sortes de représentants du grand monde, parfois même des personnes qui ne sont pas si proches des Choiseul, mais qui se plaisent à venir auprès du banni. Certains arrivent accompagnés d'une armada de domestiques, cela fait énormément de monde. Chanteloup prend l'allure d'une contre-cour d'une certaine manière et on y organise de superbes soupers, des chasses qu'on pourrait dire royales, on y pratique toutes sortes de jeux à la mode, on y mène le plus grand train, un quotidien réglé se met en place et le duc de Choiseul prétend se distraire en s'occupant de ses animaux, de ses écuries. Il fait venir sa favorite, la comtesse de Brionne. Heureusement, Louise Honorine accepte sa présence et s'entend même plutôt bien avec elle, pour tout vous dire. Bien sûr, le luxe, l'agitation de Chanteloup sont commentés à Paris, sont commentés à Versailles, on en chuchote même au lever du roi. L'attrait des Choiseul revêt une dimension véritablement politique, c'est un acte d'opposition. Alors, est-ce qu'il faut vraiment croire que la vie à Chanteloup soit si parfaite ? Pour tout vous dire, Monique Cotteret émet des doutes. On ne peut s'empêcher de penser que tout cela est soigneusement mis en scène, écrit-elle. Le succès du disgracié est incontestable, mais il est également construit et astucieusement répercuté. La duchesse est à la tête d'une véritable entreprise de communication et de promotion. Il faut bien dire et faire savoir qu'ils sont heureux, qu'ils ne regrettent rien, qu'ils n'ont d'ailleurs pas leur place dans le monde de Maupoux. Lorsque Choiseul est malade, il ne faut pas le dire. On pourrait croire qu'il est atteint de la mélancolie des ministres qui ont perdu le pouvoir. La vie à Chanteloup est sans doute plus pesante que les Choiseul le prétendent. Le château est difficile à chauffer, il est bourré de courants d'air. Les chantiers sont nombreux parce qu'on essaie d'agrandir, d'améliorer tout ça. Alors, on s'y amuse, c'est vrai, mais on y baille pas mal non plus. Et puis, ce train de vie a un coût phénoménal, d'autant que Louis XV a fini par lui retirer aussi sa charge de colonel général des Suisses et Grisons. Ça, c'est embêtant parce que c'est 100 000 livres qui disparaissent chaque année. Plusieurs millions de nos euros quand même. Hein. L'ancien ministre a beau essayer d'avoir l'air philosophe, insouciant, il trouve le coût très bas, surtout que le roi, à l'époque où il lui avait donné cette charge, lui avait précisé qu'elle ne pouvait lui être ôtée. Théoriquement, c'était à vie, ça. Choiseul obtient une compensation, mais ce ne sera pas assez. Il faut de toute façon renoncer à des domestiques, à des bijoux, à de la vaisselle, même une grande partie de la formidable collection de tableaux est sacrifiée en 1772. Ce sera une des ventes du siècle. Vente qui fait sensation, hein. Presque 450 000 livres, vous imaginez ça. De quoi voir un peu venir, vous me direz ?
pas si longtemps car les mois défilent, les étés sont agréables, les hivers deviennent carrément pénibles et il arrive à Choiseul de parler maintenant du passé, de regretter ces années glorieuses. Il essaie de regarder vers l'avenir avec difficulté quand même. Voici le printemps 1774, en plein mois de mai. Une nouvelle parvient à Chanteloup, nouvelle qui pourrait tout changer. La petite vérole vient de prendre le roi Louis XV. Il est malade, il est à l'extrémité. Le roi est mort. Est-ce à dire que l'heure de la revanche aurait sonné ? Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Choiseul, ce grand ministre de Louis XV cet après-midi. Alors nous venons de vivre son exil à Chanteloup avec vous, Franck Ferrand. Et 4 ans plus tard, en 1774, Louis XV est atteint de la vérole. Peut-être l'occasion pour Choiseul de revenir. Oui, c'est maintenant le jeune Louis XVI qui vient de s'installer sur le trône. Rappelez-vous ce que son épouse doit au Choiseul. On se dit dans l'entourage du ministre à Chanteloup, de l'ancien ministre, que le chemin de Versailles pourrait de nouveau payer. Ce ministre a des atouts importants, sa stature, son expérience politique exceptionnelle et puis surtout, encore une fois, l'estime de la nouvelle reine. Cette nouvelle reine qui ne l'a pas oubliée puisqu'elle intercède tout de suite auprès de Louis XVI et obtient début juin la fin de l'exil imposé à Choiseul, c'est-à-dire 1 mois seulement après la mort de Louis XV. Vous imaginez le désaveu, entre parenthèses, pour le grand-père. En parallèle, le triumvirat qui avait favorisé la chute de Choiseul n'est plus en cours. Ce nouveau règne va conduire à un remplacement d'équipe pour Choiseul. Tout va très vite, il quitte Chanteloup, ai-je besoin de vous le dire, il prend vite le chemin de la capitale, c'est le moment d'agir, d'exister de nouveau. Choiseul passa 4 jours à Paris, nous dit Françoise Escoffier-Robida, salué par la foule, comme il l'avait été à son départ, des princes du sang, tous les ambassadeurs, les grands seigneurs vinrent le féliciter. Nouveau triomphe, et c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas l'essentiel. Choiseul ne tarde pas à se rendre au château de la Muette, où il doit revoir Louis XVI et Marie-Antoinette. Et comme il pouvait s'y attendre, la reine l'attend à bras ouverts. « Je m'estime heureuse d'avoir pu contribuer à votre retour », lui dit-elle. Le cœur de Choiseul commence à battre. Seulement, le jeune roi, je dis jeune roi, il a 18 ans, Louis XVI, Louis XVI s'adresse avec lui sur un autre ton. « Tiens, monsieur de Choiseul, lance-t-il, vous avez bien engraissé, vous avez perdu vos cheveux, vous devenez chauve. » Ce n'est pas tellement l'accueil auquel on s'attendait, n'est-ce pas ? Les orientations politiques, les inimitiés passées de Choiseul vont se payer. Monique Cottrell explique, le roi ne l'aimait pas. Fidèle à la mémoire de son père, donc en l'occurrence le dauphin Louis, il ne pouvait oublier la violence des relations que celui-ci avait entretenues avec Choiseul. Son gouverneur la Vauguyon, enfin, avait été le grand ennemi de Choiseul. Au moment où le vocabulaire des Lumières s'impose dans toute la société, où chacun exprime l'indispensable besoin de la réforme, le principal blocage réside dans l'esprit même du roi. À l'étonnement général, Louis XVI choisit comme principal ministre le vieux Maurepas, écarté des affaires depuis 1749. Les commentateurs de la vie de cour s'en amusent immédiatement et dès qu'il radota, il fut Premier ministre, entend-on un peu partout. Choiseul sait qu'il a quand même des soutiens. Ça, évidemment, il ne peut l'ignorer. Tout ça ressemble, pour l'instant, à une occasion qu'il fallait saisir et qui est manquée. D'ailleurs, Choiseul n'insiste pas trop, il rentre à Chanteloup, et volontairement cette fois. La page se tourne, et elle se tourne sans remède. Le baron de Beuzeval le note amèrement lorsqu'il a été bien assuré, sous le règne de Louis XVI, qu'il ne reviendrait plus en place. Tous ses amis si chauds, ses clients si assidus, ont disparu. Ah, ça ne va pas empêcher Choiseul d'avoir encore des ambitions, de critiquer le pouvoir, d'essayer de jouer un rôle en coulisses. Mais, disons-le, sa grande époque est derrière lui et cette fois, il n'y a même plus le contentement d'une cour qui vient là le soutenir et l'aider. Il va connaître 11 années du règne de Louis XVI puisqu'il meurt à 65 ans en mai 1785, notre Choiseul. Il aurait bien aimé, pour tout vous dire, il aurait bien aimé ces 11 années les passer tout autrement. Bonjour Monique Cottrell. Bonjour.
Merci d'être avec nous, malgré une voix qui flanche un peu, mais je suis sûr qu'elle ne va pas vous faire faux pendant cette émission. Vous avez écrit cette biographie de l'homme obsédé du pouvoir, ce qui nous fait penser à un certain nombre de nos contemporains, n'est-ce pas? Mais après tout ça, c'est un éternel humain, si je puis dire. Choiseul aura été le grand homme de la fin du règne de Louis XV. Certainement. D'abord, rester 12 ans au pouvoir dans des circonstances difficiles, c'est déjà une réussite. Et n'oublions pas qu'il a été ministre des Affaires étrangères, de la guerre, de la marine, à nouveau des Affaires étrangères, et qu'en fait, même il s'est méfié. Louis XV n'aimait pas les premiers ministres, donc il n'a jamais voulu passer. Le poste en titre, voilà, il n'a jamais demandé, et très régulièrement, il s'intéressait au contrôle général, il s'intéressait à d'autres choses que la diplomatie, mais toujours en prenant avec une extrême prudence. Alors, nous allons parler dans un instant de tout le grand ministère Choiseul. Nous allons essayer de cerner un peu mieux le personnage, son tempérament, parce que je n'ai fait pour l'instant que l'esquisser, bien entendu. Et c'est vous qui avez, si j'ose dire, vécu avec lui ces derniers mois. Avant cela, quelques mots sur cette disgrâce fracassante, ce coup d'État, on pourrait presque dire. Que s'est-il passé en cette toute fin du règne de Louis XV? Le vieux roi regimbe d'un seul coup? Le roi s'est toujours un peu méfié de Choiseul, mais avec le temps, il s'y était habitué, et je pense qu'il appréciait l'intelligence, la clarté, la rapidité de Choiseul. Mais c'est aussi un homme de cabinet, Louis XV. C'est pas du tout un indifférent au pouvoir. On nous dit qu'il chausse ses lunettes et qu'il lit attentivement tous les rapports. Oui, or, Choiseul a peut-être été imprudent. Il a fait 3 mémoires apologétiques, 1760, 65, 70. Et dans ces mémoires, notamment celui de 65, il dit que son grand œuvre, c'est l'union avec l'Espagne, et qu'il faudra suivre l'Espagne, même si c'est difficile pour la France. Et je me demande si au fond de tout ça, il n'y a pas eu une espèce de jalousie de Louis XV, de voir que, au fond, son ministre s'entendait si bien avec les Espagnols. Eh oui. Une jalousie sur plusieurs terrains, d'une certaine manière. Il y avait aussi des ennemis très puissants. C'est un véritable coup d'État qui est en train de se préparer avec ce qu'on appellera le triumvirat de ces 3 personnages, l'abbé Terray, Maupoux et Monsieur d'Aiguillon. Choiseul redoute plus d'Aiguillon, parce que il ambitionne les affaires étrangères. L'homme de la Bretagne, oui. C'est le rival direct. Et il ne s'entend évidemment pas du tout avec les 2 autres. Mais la politique de Maupoux, ça va être le contraire de la politique de Choiseul. Mais au départ, il ne s'en aperçoit pas. Il ne voit pas à quel point Maupoux peut être quelqu'un de dangereux. On dit Choiseul trop proche des parlementaires. Il exerce un peu après la mort de la marquise de Pompadour le rôle qu'elle jouait auparavant, c'est-à-dire de lien entre la monarchie et les parlements. On l'accuse aussi, dans l'entourage immédiat du roi, de ne pas aimer la nouvelle favorite, disons les choses. Alors ça, c'est même assez incompréhensible pour quelqu'un qui a été mis au pouvoir par la Pompadour, de se mettre à détester la du Barry avec une telle violence, un tel mépris. De façon publique, oui. Et lui, il sait rien, mais sa sœur et toutes les femmes qui sont autour de lui n'arrêtent pas de faire des niches à la favorite. Ne lui laissant pas de place au théâtre, enfin, des choses que Louis XV ne pouvait décemment pas supporter. Évidemment, oui, là, c'était des atteintes directes à sa puissance et à son rang. Oui. Ça, c'est la fin un peu douce amère de Choiseul. Ce que je vous propose, c'est maintenant de remonter au début et de vivre la jeunesse du grand homme. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Jusqu'à 15h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Choiseul, le ministre de Louis XV, grand ministre de Louis XV, et nous allons découvrir sa jeunesse, son parcours grâce à votre invité. Franck, vous recevez Monique Cotteret, elle est professeure émérite à l'Université Paris-Nanterre et biographe de Choiseul dans Choiseul, l'obsession du pouvoir, paru il y a quelques jours chez Talandier. Avant d'être duc de Choiseul, il est comte de Stainville, si je ne m'abuse. Cet homme, qui sont les Stainville? D'où sort-il, cet homme-là?
Alors c'est un Lorrain. Et c'est très 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 important au moment où la Lorraine vient tout juste de, elle entre même définitivement dans le royaume en 1766, donc lorsque Choiseul est au pouvoir. Et c'est très très important cette famille, cette origine lorraine, parce que on va s'en servir contre lui. On va s'en servir très vite pour dire que s'il veut l'alliance autrichienne, c'est au fond parce que il a plusieurs maîtres et qu'il n'est pas de cœur très français. Et qu'il n'est pas très français. D'Aiguillon, au contraire, lui, c'est la tradition, c'est Richelieu, c'est l'opposition au Habsbourg. Donc il va un peu masquer. Moi, j'ai lu ses mémoires, relu avec passion, et il élimine ses parents. C'est curieux. Alors que son père a joué un rôle très important. Nous montrez-vous. Oui, son père a été déterminant. Il en parle comme d'un gastronome qui aurait toujours été à table et qui n'aurait rien fait pour lui. Et c'est totalement faux. Il a poursuivi sa carrière, il a fait tout ce qu'il pouvait. On peut dire qu'il y a une forme un peu d'ingratitude dans le tempérament de Choiseul. Écoutez, là, oui, tout de même, à l'égard du marquis de Stainville, c'est tout à fait étonnant. Je parle même pas de sa mère, dont on dit qu'elle est ennuyeuse, dévote. Bon. Alors, c'est comme tous les jeunes gens de si bonne famille, d'abord un militaire, ne l'oublions pas, ce qu'on a tendance à oublier un peu parfois. C'est un militaire qui sert bien, qui n'est pas avare de... Il est courageux au feu. Il est très courageux, il est très courageux. Personne ne l'a jamais mis en doute. Il a eu tellement d'ennemis que... S'il avait pu prêter le flanc, on en aurait profité. Mais non, il est blessé, il est courageux, il méprise ceux qui sont lâches. Enfin, il a vraiment cette... D'ailleurs, il va jouer un rôle dans la réforme militaire de la fin du règne. Oui, c'est très important. Cette réforme militaire, c'est l'aspect. Alors, c'est amusant parce que c'est un personnage qui joue la légèreté. Il prétend ne jamais travailler. Il dit partout qu'il n'a jamais travaillé. Voilà, c'est ça. Et en réalité, c'est quelqu'un qui lit, lui aussi, comme Louis XV, il lit les rapports, il demande, il fait des enquêtes, et dans ses réformes, parce que c'est quand même un aristocrate, il est dans la culture nobiliaire. Jusqu'au bout des ongles. Oui. Mais il a ça de très sympathique, c'est qu'il aime les gens de talent, même s'ils sont roturiers. Alors, il n'a pas pu aller au fond des réformes qu'il aurait voulu faire. Il aurait bien fait entrer la roture dans l'armée, en fait. Absolument, il aurait permis la progression des roturiers davantage. Mais bon, il a quand même été dans ce sens. Il est évident que ce n'est pas un homme de la tactique, mais plutôt de la stratégie, et même au-dessus de la stratégie, de la diplomatie. C'est un diplomate. Il aime ça, les relations internationales, si j'ose cet anachronisme. Il a commencé à Rome, et très vite, il devient un modèle pour les ambassadeurs. Il écrit ce que doivent être les ambassadeurs, ce qu'ils doivent faire, etc. Et visiblement, il s'est plu à Rome, et il a été déterminant quand il a été ambassadeur à Vienne. Tellement important d'ailleurs qu'il a renversé son ministre. Là, c'est un autre moment. Faut vous l'expliquer ça, parce que c'est quand même une chose incroyable. Disons qu'au départ, l'alliance autrichienne, c'est Marie-Thérèse, Madame de Pompadour et Bernice, qui n'est pas encore... L'abbé de Bernice devenu cardinal. Voilà, absolument. Et Bernice et Pompadour font l'ascension de Choiseul, et dès que Bernice commence à critiquer la façon dont vont les choses et dont se fait la guerre... Il faut dire que Bernice a subi une dépression assez carabinée, quand même. Donc... Mais en même temps, moi j'aime bien Bernice, vous voyez. Non, mais je dis pas le contraire, mais il est très défaitiste en pleine guerre, quand même. Oui, mais il aurait voulu l'arrêter en 58-59, ce qui n'aurait pas été si bête. Là, c'est vraiment la décision de Choiseul de poursuivre la guerre qui, d'une certaine façon, fait perdre quand même du temps. Alors, il n'est pas sûr qu'en 58-59, la paix aurait été plus avantageuse. Enfin, au moins, il y aurait eu moins de victimes. Alors, nous avons commencé cette émission en expliquant à quel point Choiseul
Choiseul détestait Madame du Barry, mais bizarrement, il adorait avant elle Madame de Pompadour, et il lui doit beaucoup à cette dame de Pompadour. Il lui doit tout. Et il a commencé sa carrière de façon pas très digne, tout de même. Quand en fin de parcours, il joue les pudibons, hein, c'est vrai qu'on peut, Louis XVI, quand Marie-Antoinette se plaint, lui dit, mais enfin, regardez comment il a commencé. Alors, Louis XVI savait tout cela par son propre père, qui n'aimait pas Choiseul, qui avait de bonnes raisons de ne pas l'aimer. Absolument, absolument. Donc, en fait, la Pompadour ne l'aimait pas au départ. Parce qu'il était arrogant, très sûr de lui, plein d'esprit, mais évidemment c'est quelqu'un d'un peu dangereux dans une société aussi dure que la société de cour. Et il se trouve qu'une des cousines de Choiseul a essayé de prendre la place de la Pompadour et de devenir donc la maîtresse de Louis XV et de faire renvoyer la Pompadour. Et elle a dit à Choiseul, je vous protégerai. Madame de Choiseul-Beaupré en l'occurrence. Voilà. Et donc, pourquoi n'a-t-il pas soutenu sa cousine? Je pense parce qu'il s'est absolument rendu compte qu'elle n'avait pas la capacité intellectuelle de se maintenir. Parce qu'être la maîtresse de Louis XV, c'était très facile. Et puis, mais se maintenir, ça c'est autre chose. Disons les choses, il a monnayé sa trahison familiale. En gros, il a dit à Madame de Pompadour, je liquide ma cousine, mais vous faites de moi un grand homme. Et c'est ce qui s'est passé. Il l'a sans doute pas dit. Non, parce que pas dans ces termes. C'est résumé. C'était quelqu'un de beaucoup trop bien élevé pour le dire comme ça, mais c'est effectivement ce qui s'est passé. Et ce sont les débuts d'une carrière éblouissante, alors on peut dire. Éblouissante, Rome, Vienne, et puis Rome, Vienne comme ambassadeur. Et puis ensuite le ministère. Enfin, à l'époque, on dit le secrétariat d'État. Aux affaires étrangères, oui, ce qui est tout de même très important. Très important dans une époque particulièrement sensible, puisque la France vient de se mettre à genoux devant les Anglais, en fait. Absolument. Est-ce que l'on peut dire de Choiseul qu'il va être aussi brillant comme ministre qu'il l'avait été auparavant comme diplomate ? C'est très difficile de donner un jugement définitif. Alors, disons... vous savez pas, je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir et puis nous y revenons dans un instant. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Choiseul, grand ministre de Louis XV, grand homme politique cet après-midi. Et c'est Monique Cotteret qui nous aide à le découvrir. Elle est professeure émérite à l'Université Paris-Nanterre et elle est biographe de Choiseul. Vous pouvez la lire dans Choiseul, l'obsession du pouvoir, paru chez Talandier. Choiseul, grand amoureux des arts, disons-le, des artistes, des arts décoratifs. On possède de lui des meubles étourdissants, une collection de tableaux qu'il a donc vendus en grande partie, mais qui était l'une des plus belles qu'on n'ait jamais vu en France. Il y a cette tabatière en or tellement célèbre qui montre les différents moments de sa journée. Une journée qui a l'air d'être vouée au plaisir. Quand on l'écoute, quand on le lit, quand on entend parler de lui, on a l'impression que cet homme ne faisait que s'amuser. C'était vrai, ça, Monique Cotteret ? Pas du tout. C'est vraiment... C'est de la communication, alors. C'est de la communication, absolument. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui pratiquement fonde les archives des affaires étrangères, qui lit les autres et qui est vraiment un très très gros travailleur. Oui. Et qui a en plus un cerveau tellement bien fait qu'il lui suffit de lire une note pour la savoir. Ça sert évidemment. Il a énormément de facilité. Il comprend très vite, il résume très vite. Et c'est aussi pour ça que Louis XV le tolère, parce que il s'est rendu indispensable. Et oui. Surtout qu'après la mort de Madame de Pompadour, Louis XV ne sait plus trop à quel sens se vouer, si j'ose dire. Il était habitué depuis 20 ans à ce qu'on lui souffle gentiment dans l'oreille à peu près ce qu'il fallait penser. Et là, d'un seul coup, il se retrouve seul d'une certaine manière. Est-ce que Choiseul a pris la place ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce qu'il a joué un peu ? Il aurait bien aimé, mais je parle sur un plan purement politique, bien entendu. Non, il aurait effectivement souhaité qu'une nouvelle favorite soit de son côté. Et en fait, ses adversaires vont tout faire pour mettre des favorites qui lui soient hostiles. Alors, si l'on devait résumer l'action pendant ces 12 années, ça n'est pas une bagatelle quand même, l'action du grand ministre. Quels sont les grands chapitres ? Qu'est-ce que la France lui doit ? Tiens, pour poser la question comme ça. Ce qu'il pensait, lui, de grand et d'avoir bien réussi, c'est l'alliance avec l'Espagne.
C'est-à-dire le pacte de famille. Et donc c'est vrai que c'est... Il ne faut pas oublier que le roi Philippe V était le petit-fils de Louis XIV. Voilà. Donc on était en famille entre la France et l'Espagne. C'était les Bourbons de France et d'Espagne. Ce qui était logique d'ailleurs, parce que l'hostilité à l'Autriche se comprenait quand les Habsbourg encerclaient le royaume. Ce n'était plus le cas depuis la guerre de succession d'Espagne. Donc cette alliance avec l'Espagne était raisonnable. Elle était d'autant plus raisonnable que Choiseul a perçu le danger de l'Angleterre. Il aime le système anglais, mais pour les Anglais. Il ne veut pas du tout c'est très bien, mais là-bas, en fait. Voilà, absolument. Les Français ne supporteraient pas une telle liberté, ça donnerait beaucoup trop de désordre. Et donc, il mesure la force de l'Angleterre et il veut une marine qui nous permette de résister à l'hégémonie anglaise. Oui, et est-ce qu'il n'y atteindra pas à ce but-là, disons les choses? Non, mais c'est là que Vergennes sera très dur avec lui, parce que malgré tout, le succès au moment de la guerre américaine... donc sous le règne suivant. Il le doit en partie à Choiseul, et notamment à la reconstruction de la marine par les dons de vaisseaux au roi, ce qui est quand même quelque chose de prodigieux, parce que il suggère à tous les corps du royaume de faire cadeau au roi de sa marine, en quelque sorte. Donc une espèce d'impôt volontaire. Voilà. Comment travaille-t-il avec Louis XV d'un point de vue très concret? Est-ce qu'on voit se développer cette espèce de complicité qu'il y avait eu jadis entre Louis XIV et Colbert, par exemple? Complicité, peut-être pas. Mais là, je pense que c'est surtout le personnage de Louis XV qui ne s'y prêtait pas. Mais Louis XV travaille, reçoit les ministres individuellement au Conseil, et Choiseul accorde énormément d'importance à ce travail. Il fait ses mémoires quand il sent que ça ne va pas. Il fait ses apologies auprès du roi. Et ce qui est curieux, c'est que dans les mémoires de Choiseul, on a ces textes apologétiques, et puis on a ces vraies mémoires, où là, il déteste Louis XV, et il y a une haine de Louis XV qui est totalement... Bon, c'est un peu Saint-Simon avec Louis XIV, mais c'est... non, parce qu'il n'y a pas l'admiration qu'on trouve, l'admiration sous-jacente qu'on trouve chez Saint-Simon. Je suis d'accord avec vous. Là, il y a vraiment une haine... très étonnante. Très étonnante pour un homme qui est là au service pendant 12 ans. Et dont on voit dans les textes officiels qu'il flatte le roi, qu'il dit qu'il l'aime, etc. Donc la confrontation des deux documents... Personnage un peu cynique quand même, totalement. Non ? Un vrai grand politique, somme toute. Totalement cynique et manipulateur. Oui. Et manipulateur, pas toujours très bien inspiré, disons les choses. Par exemple, que pensez-vous, vous, de cette décision de renvoyer les jésuites, cette expulsion des jésuites du royaume? Qu'en était-il réellement? Alors, au début, il se moque des jésuites. Enfin, je pense qu'il n'a ni affection. Il le dit d'ailleurs, je me moque de ces gens-là, ils m'intéressent pas, etc. Mais c'est un moyen très astucieux d'avoir les parlementaires avec lui. Donc effectivement, là, il y a un total cynisme de sa part. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas chevillé au corps le sens d'une certaine vieille monarchie française. Hein. Il n'y a pas ça chez lui. C'est compliqué. C'est ce que je dis. Oui. On a cette impression, effectivement, parce qu'il est tellement manipulateur, il déteste tellement la personne du roi. Enfin, il peut pas croire au roi thaumaturge. Il ne croit pas du tout. Enfin, c'est un homme moderne, en fait. Il fait aucune déclaration, mais enfin, on se dit que c'est impossible. Mais alors, moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'il a le sens de l'administration. Voilà. Mais vous savez, c'est mon maître Guy Chaussy-Nogaret qui lui avait consacré une biographie il y a quelque temps, et qui disait qu'il était sans doute dans l'histoire de France le premier homme de gauche. Que diriez-vous de cette Alors là, écoutez, vision des choses? Je n'ai aucune définition de la gauche. Je trouve que c'est déjà bien compliqué de nos jours. Au 19e, oui. Donc au 18e, non, je ne me lancerai pas. Il a des aspects d'homme de progrès. Oui, voilà, en tout cas, on peut dire ça. Voilà, il aime il reconnaît le talent, il s'intéresse à la technique, il n'est pas du tout persécuteur. Mais en même temps, par exemple, quand il correspond avec Voltaire sur Calas, il lui dit « Oh, mais vous m'énervez avec cette histoire-là, suivez les formes, respectez les formes. » Et il dit « Je vais m'occuper de votre pendu. »
il s'est même pas aperçu qu'il avait été roué. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est pas un persécuteur, mais c'est pas non plus un grand philosophe. Il n'est pas philosophe, mais il était amoureux des belles choses. Nous allons dans un instant avec Lorena Martin aller visiter son domaine de Chanteloup. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire de Choiseul sur Europe 1. Il est temps maintenant de découvrir le lieu d'exil de Choiseul, direction Amboise, avec Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour. Alors Monique Cotteret nous dit qu'elle aime bien finalement le Choiseul de Chanteloup. On peut dire ça, Monique Cotteret. C'est là qu'il se révèle, nous dites-vous, d'une certaine manière. J'aime cet art de vivre, je trouve que tout ça est très beau. Puis j'aime bien le Choiseul de la fin, parce qu'il comprend plus rien à l'évolution du monde. Donc ça m'est très sympathique. Il est un peu décalé, et d'un seul coup ça le rend plus sympathique, oui, c'est certain. Alors qu'est-ce qu'il reste sur place à côté d'Amboise, à Chanteloup? Qu'est-ce qu'il reste des splendeurs du duc de Choiseul? Oui, puisque le château du duc donc a été malheureusement détruit en 1823 par des marchands de biens assez sinistres. Ce qu'on appelait la bande noire à l'époque. La bande noire, et la pagode appartient aujourd'hui à la famille André depuis plus de 100 ans. Et c'est après donc son exil en 1775 que Choiseul décide de rendre hommage à tous ceux qui l'ont suivi un petit peu pendant cette disgrâce et qui lui ont rendu en fait fidélité, etc. Et il décide de construire ce monument dédié à l'amitié. C'était un peu un moyen d'attirer de nouveau cette cour qui lui faisait un peu défaut. Exactement. Alors, ce monument, il faut que vous nous le décriviez parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est que cette pagode de Chanteloup. C'est une pagode, donc inspirée bien sûr des pagodes traditionnelles chinoises. Comme une tour d'abord. Comme une tour de 44 mètres de haut, supportée par un péristyle de 16 colonnes et 16 piliers. Et chacun des 7 étages est construit en coupole. Chaque coupole est coupée par un escalier qui monte jusqu'au sommet, d'ailleurs qui vous offre une vue assez magnifique sur toute la forêt d'Amboise et la vallée de la Loire. Et sur le château à l'époque. Et il y a une rampe en fer forgé qui est ornée de bronze doré en double C, entrelacée aux initiales de Choiseul et de Crozat, son épouse. Et il faut noter cette importance du chiffre 7, de la symbolique, puisqu'il y a 7 étages. La pagode est située au cœur de 7 allées. Il faut gravir 7 marches jusqu'au premier étage. Et en fait, cela signifie bien sûr le 7e ciel, qui est la réincarnation de Bouddha en fait dans la religion bouddhiste. Je me rappelle quand j'étais adolescent, tout le monde disait oh là là, la pagode de Chanteloup va s'écrouler. Elle est en bon état? Elle est en bon état. On peut toujours la voir et la visiter et aller jusqu'au sommet. L'architecte était Louis-Denis Le Camus et il s'était inspiré de la pagode chinoise de Kew Gardens, dessinée par William Chambers, parce qu'il faut le dire qu'à l'époque de Choiseul, c'était la mode de ces jardins et de cette vogue anglo-chinoise assez incroyable. Parmi les plus beaux jardins d'Europe. Oui, c'était d'une splendeur, comme tout ce qui entourait Choiseul. De toute façon, il vivait dans un luxe inouï. Évidemment, ces jardins, aujourd'hui, il n'en reste que des vestiges. Il n'en reste que des vestiges. Il y a quand même un petit jardin anglo-chinois qui a été recréé, le petit jardin de Fuxi, d'inspiration chinoise et qui est composé d'une centaine d'essences orientales pour se remémorer ce sublime jardin qu'il y avait à l'époque. Juste au pied de la grande pagode, il y a cette espèce de pièce d'eau aussi. De miroir d'eau, la grande pièce d'eau en demi-lune prolongée d'un grand canal avec sa fameuse perspective en padois qui reste encore aujourd'hui. Et donc ce domaine, c'est vraiment un moment assez unique pour les familles et les enfants. Il y a des jeux. Un très beau lieu de promenade. Très beau, avec des jeux à l'ancienne en bois dans les jardins, tels qu'on pouvait les voir à l'époque de Choiseul. On peut faire des promenades en barque sur la grande pièce d'eau, des pique-niques. Et puis il y a un petit musée aussi iconographique qui se situe dans l'ancien pavillon du concierge à l'entrée de la pagode, où on y trouve tous les portraits des personnages, les plans des jardins et du palais qu'il y avait donc à l'époque. Et on peut notamment visionner un court-métrage en images de synthèse 3D où l'on aperçoit les plans du palais et ces jardins du temps de Choiseul. Mais on n'a plus qu'une envie maintenant, c'est d'y aller. Merci beaucoup Lorena Martin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors, Monique Cotteret nous l'a dit pendant cette émission consacrée à Choiseul. Choiseul était lorrain. Et bien aujourd'hui, vous allez nous donner les origines d'une expression qui va parler aux Lorrains qui nous écoutent. Qui s'y frotte, s'y pique. Oui, évidemment. Alors, d'où vient-elle cette expression elle nous vient du duc d'Orléans, figurez-vous. Le grand-père de Louis XII en 1394 a créé l'ordre du porc-épic. C'était à l'occasion du baptême de son fils aîné, Charles. Et Louis d'Orléans choisit donc ce porc-épic comme emblème afin de montrer au duc de Bourgogne, et montrer à Jean sans peur à l'époque, qu'il est capable de se venger comme le porc-épic qui offre ses pointes à ceux qui voudraient venir
venir s'approcher un petit peu Ouais. trop près, qui voudrait l'offenser. C'est à cette occasion que Louis d'Orléans adopte donc comme devise familiale cette version latine Cominus et Eminus, c'est-à-dire c'est la traduction latine de la devise qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, Louis XII va quand même supprimer l'ordre du porc-épic en 1498, mais devenu roi, puisque le duc d'Orléans à la mort de son cousin Charles VIII est devenu le roi de France, il décide de conserver cette devise avec l'emblème qui y est associé. Qui s'y frotte, s'y pique. On va voir ça écrit maintenant, alors à peu près sur les plaques de cheminée, sur les frontons d'un certain nombre d'édifices, sur les cachets, etc. La figure du porc-épic représente en quelque sorte le danger qu'il y aurait à vouloir s'attaquer de trop près au roi. Bon, vous connaissez le sens de l'expression, sens d'ailleurs assez différent de la version latine Cominus et Eminus, qui signifiait précisément de près et de loin. En français, ça signifie que si on s'attaque, si on veut vraiment se frotter à la personne, eh bien, on risque d'y laisser des plumes, ou en tout cas, on risque de s'y piquer. L'expression a également été envisagée comme la traduction de la devise de la ville de Nancy, non imultus premor, qui signifie ne me touche pas, je pique. Donc, oui, on pourrait dire que les Nancéens, effectivement. Voilà. Exactement. Nous nous retrouvons demain, chère Anissa. Pour une émission très versaillaise, demain vous nous parlerez de l'échange des princesses. À demain, Franck.